Bonsoir, soyez les bienvenus dans iWeek. iWeek, c'est toute l'actu Apple en live. Nous sommes en direct en ce jeudi soir, il est 22h et quelques poussières. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes au rendez-vous, nous aussi. Vous le voyez avec trois amis de la maison que vous connaissez désormais. Je vais quand même vous les représenter. On va faire un petit tour de table rapide avant d'entrer dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de sujets, on va dire, stratégiquement très importants. On va consacrer une grosse partie de cette émission aux montres connectées et à tous les concurrents de la future iWatch d'Apple qui sont déjà en train de s'organiser et de se préparer à l'arrivée d'Apple dont plus personne ne doute. On va aussi parler de Chromecast, ce petit ustensile que Grégoire, que vous avez aperçu, a déjà depuis plusieurs mois une sorte de clé USB mais qui ne se branche pas en USB, on verra ça avec lui, et qui est peut-être un Apple TV killer. On reviendra aussi sur les nouveautés matérielles, alors qui en sont sans en être. Je pense bien sûr à l'iPhone 5C de toute petite capacité, le 8 Go, et puis la sortie de catalogue de l'iPad 2 dont on avait parlé il y a quelques semaines avec toi notamment, Guillaume. Je me souviens, tu pestais contre Apple qui maintenait l'iPad 2 à son catalogue à un tarif qui n'était pas vraiment compétitif. Avant d'aborder ces sujets, je vais vous présenter donc mes copains, les membres du club très ouverts d'iWeek. iWeek, c'est toute l'actu Apple en live et on est là pour vous donner de l'info ce soir. On va le faire avec Gilles Dounès, le directeur de la rédaction de Mac+. Salut Gilles. Bonsoir Benjamin. Comment ça va en ce jeudi soir? Ça va. Bon, t'as vu, le programme est chargé à nouveau. On va essayer de faire vite. Écoute, on va essayer de faire bien surtout, et on fera vite. On a surtout envie d'aborder toutes les questions dont je viens de vous parler. Le deuxième invité de cette émission, c'est Guillaume Jette. Salut Guillaume. Salut. Salut, ça fait plaisir de te retrouver toi aussi. Mais plaisir aussi. Après quelques semaines de dur labeur, j'ai eu l'impression pour toi. Ça a été un petit peu chargé ces temps-ci, effectivement. Ouais. Mais ça... Bon, le mois d'avril arrive, je sais qu'en avril, ça va être calme, donc il faut en profiter avant. Donc tu fais Pâques? Je fais Pâques, oui, comme d'habitude. D'accord. J'allais chercher les œufs dans le jardin que je n'ai pas. Voilà, c'est ça. Puis le troisième invité de l'émission, vous le connaissez aussi si vous êtes des fidèles, c'est Grégoire Martinez, l'Actu Techno. Salut Grégoire. Bonjour Benjamin. Bon idem, un plaisir de te retrouver. Des sujets qui t'inspirent ce soir? Moi aussi. Des sujets qui t'inspirent ce soir? Ah bah oui, le Chromecast et les montres connectées, il y a beaucoup de choses à dire et il y a plein de choses intéressantes à dire surtout. Alors on va y venir dans un instant, mais d'abord on va prendre les trois infos, on va dire, qui sont tombées ce soir. On va les traiter rapidement, mais on va les traiter quand même parce que ce sont les infos de la soirée. La première, elle concerne un nouveau projet de film consacré à nouveau à la vie de Steve Jobs. Et après Ashton Kutcher, est-ce que vous avez vu, messieurs, quel est l'acteur qui est pressenti pour incarner Steve Jobs? Oui, j'ai vu Christian Bale, alias Batman. Christian Bale, alias Batman, voilà ce que ça donnerait, grosso modo. Alors, c'est un projet qui n'est pas encore confirmé. C'est un film qui serait en pré-production chez Sony. David Fincher, qui avait réalisé le film sur Facebook, Social Network, apparemment est pressenti pour le réaliser, et lui a fait de Christian Bale sa condition sine qua non pour s'occuper du film. Donc voilà, on sera sans doute fixé dans quelques jours. Christian Bale, deuxième Steve Jobs à l'écran. Ça a un sens pour vous de faire un deuxième biopic sur Jobs ou ça sert plus à rien? Vu le premier, ils ont de la marge, donc oui, ils peuvent y aller. De la marge, c'est-à-dire, il reste des choses à raconter, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. Enfin, le Jobs, le film, alors il avait été assez décrié. Moi, je l'ai vu, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, ne serait-ce que pour la photo qui était très belle. Enfin, c'est un très beau film, au moins au niveau de l'image. Après, l'histoire, ils ont pris des bouts de vie de Jobs. Il y a des choses qui ont été un peu réinventées, il y a des choses qui sont pas géniales. Enfin, j'aurais pu dire que c'était pas si mauvais téléfilm, à la limite, mais ça faisait pas un bon film de cinéma. Voilà, bon. Mais je le dis, je l'ai vu, j'ai pas trouvé que c'était affreux. Je suis pas sorti en me disant non, c'est il était affreux, pas ils ont mauvais. massacré le personnage. Ouais, Pardon ?
Christian Bale dans le rôle de Steve Jobs, ça vous semble un bon choix, Grégoire, Gilles? Gilles, je te laisse y aller parce que... Est-ce que Batman a les atouts qu'il faut pour incarner Steve Jobs? Ah, mais il y a un côté noir chez Steve, hein. Il y a enfin noir entre guillemets, une face plus sombre. Mais je suis très perplexe par rapport à toute cette frénésie cinématographique par rapport à Steve, oui. Je rejoins un peu Guillaume là-dessus, quoi. Ok. Bon, alors on va pas rester trop longtemps sur le sujet de la filmographie et du cinéma et d'Hollywood qui s'intéresse toujours à la saga Apple. On va passer à la deuxième news de la soirée. En fait, c'est un coup de gueule de Tim Cook. Alors sur un bouquin qui vient de sortir, un bouquin qui est consacré évidemment à Apple, mais plus particulièrement, on va dire aux deux dernières années, et donc c'est une sorte de pré-bilan ou un premier bilan du début de l'ère Tim Cook. Alors il emploie des mots très très durs hein, dans une réaction donc à ce livre dont vous voyez la couverture. Je vous cite le patron d'Apple. Cette ineptie appartient à d'autres livres que j'ai lus à propos d'Apple. Il ne parvient pas à appréhender Apple, Steve ou quelqu'un d'autre dans la société. Apple a plus de 85 000 employés qui viennent travailler chaque jour à faire de leur mieux pour créer les meilleurs produits du monde. Ça, on retrouve un peu la ritournelle habituelle. Qui viennent mettre leur marque dans l'univers et donc il faut le laisser mieux. Je comprends pas la phrase, c'est pas grave. Donc ça a été le cœur d'Apple dès le premier jour et ça restera au cœur pour les décennies à venir. Je suis très confiant quant à notre avenir. Voilà, apparemment c'est un livre très critique. Est-ce que vous avez... C'est surtout un livre très mal écrit, apparemment. Ah. Et qui utilise des faits, en fait, qui les déforme à sa volonté. C'est-à-dire qu'en fait, après, on peut très bien dire qu'effectivement, l'histoire d'Apple est pourrie depuis que Jobs est parti. Par exemple, en disant, ouh là là, attention, l'action Apple, elle chute depuis que Jobs est parti. Ce qui n'est pas vrai. Actuellement, elle est beaucoup plus haute qu'à sa disparition. Donc, simplement, effectivement, actuellement, elle est montée très haut, puis là, elle redescend un peu. Bon, ben voilà, c'est cyclique, hein. De toute façon, c'est comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, Apple vaut beaucoup plus actuellement qu'il y a 2 ans et demi à la disparition de Jobs. Donc, il y a plein de choses, en fait, dans le bouquin qui ont été décortiquées, critiquées. Il y a des événements qui, soi-disant, avaient eu lieu. Même Eddie Q, par exemple, le responsable de la partie Internet aujourd'hui chez Apple, il y a quelqu'un qui a envoyé un mail en disant, parce qu'apparemment Jobs, à un moment, pour faire taire Eddie Q, avait balancé un stylo. Pas une télé, un stylo dans la tronche. Ouais, l'Apple TV, Apple TV dans la tronche. C'est pour ça qu'il faut Batman, c'est leur prochain film. C'est ça. Et en fait, Eddie Q a répondu de façon laconique, non. Voilà, il lui a demandé si c'était vrai cette histoire, il a dit non. Ouais, voilà, donc ça n'est jamais il y a arrivé. plein de choses, en fait, plein de faits qui sont relatés. Et en fait, l'auteur a envie de dire que, de toute façon, ce que je dis, c'est que c'est sûr, Apple va mal. Et d'ailleurs, si ça fait réagir Apple, c'est vraiment mon bouquin fait très mal. Ouais, bon, c'est vrai. Voilà quoi. Bon, voilà, a priori, grosso modo, c'est pas un bouquin terrible, c'est surtout ça. Bon, il a été fait sur la base de 200 interviews avec des acteurs du monde Apple, des employés, des ex-employés, des partenaires commerciaux. Bon, en tout cas, il ne plaît pas à Apple, c'est une certitude. Tim Cook, qui apparaît, vous l'avez peut-être vu, sur la liste dans le classement établi par Fortune des personnes, des leaders mondiaux. Voilà, il apparaît à la 33e place. Je trouve qu'il a pris un petit peu de joue, non? Vous trouvez pas, sur cette photo? C'est possible, hein, un petit peu. Le restaurant de Cupertino, apparemment, fait des frites trop souvent. Pourtant, alors quand Jobs est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est dégager tous les burgers, quasiment, la grande dame des employés. Ça a peut-être changé. Il a mis des restaurants sushi à la place. Enfin, il avait embauché un des meilleurs restaurateurs du coin. Enfin, il a doublé son salaire pour qu'il vienne, le gars. Et je peux confirmer que le Café Mac, on y mange très bien. D'accord. Très bien. Mais ça a peut-être changé, remarque, depuis que tu y es allé. Hein. Ça a peut-être changé depuis que je suis allé. Maintenant que tu es passé, ils ont un peu relâché leur effort. C'est possible. Bon, voilà, sur cette liste, il n'y a qu'un seul Français, c'est Christine Lagarde qui est 13e, et il n'y a aucun patron, on va dire, de la Silicon Valley avant Jobs, à part Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui est 10e. Et puis voilà, alors, les petites news avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous ai promis 3 sujets. Le 3e, c'est évidemment le feuilleton SFR Numérica Bouygues Telecom Free, avec ce soir apparemment une surenchère de Bouygues Telecom
puisque l'offre... C'est officiel, hein. Oui, oui, absolument. Oui, enfin, le montant n'est pas tout à fait exact. En tout cas, j'ai lu plus de 13 milliards d'euros contre 13,75 milliards. Contre 11 et quelques milliards dans l'offre précédente. C'est ça, hein, Grégoire? C'est tout à fait ça. Oui, c'est ça. C'est donc Bouygues qui s'est fait claquer la porte au nez par SFR vendredi dernier, qui a choisi d'entrer en négociation exclusive avec Numéricable. Bouygues Télécom a fait ce soir une nouvelle offre à Vivendi pour SFR d'un montant de 13,75 milliards d'euros. Et donc Vivendi a confirmé avoir reçu cette offre dans un communiqué qui fait 2 lignes et demie à peu près. Donc ils confirment avoir reçu cette offre et ils ont 1 ligne et demie pour rappeler qu'ils sont en négociation exclusive avec Numéricable pour 3 semaines. Donc ils ferment pas totalement la porte, mais c'est pas non plus hyper chaleureux. Ouais. Une question quand même à Guillaume et à Gilles sur cette cession de SFR qui de toute façon va se faire. Hein. En fonction de qui va récupérer SFR, est-ce que ça va avoir un impact sur les gens qui ont un iPhone ou pas Ou est-ce que finalement, ça, peu importe? Non, parce que c'est pour les futurs possesseurs d'iPhone que ça peut en avoir. SFR était dans la poche de Vivendi après la cession, le rachat des parts de Vodafone et le moins qu'on puisse dire, c'est que Vivendi n'a pas accueilli l'iPhone à bras ouverts au départ. Ouais. Au bout de 15 jours, ils ont même dit qu'ils n'en voulaient pas de toute façon et que ce n'était pas la peine. Tout ça parce que Vivendi... Bah, ça fait longtemps ça maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Hein. Mais ça reste au moment où, en 2010, quand Bouygues a attaqué l'accord d'exclusivité qui existait entre Apple et Orange pour la commercialisation de l'iPhone pour 2 ans. Au départ, c'était seulement donc Bouygues et SFR, qui était le deuxième, ne s'est joint à la procédure qu'au moment de l'appel, une fois que Apple a perdu son premier procès. Il reste cette méfiance. On a pu le voir au moment de la commercialisation des deux derniers iPhones, l'iPhone 5S et l'iPhone 5C. Au bout de 15 jours, même pas. Gilles, oui. On va pas faire trop long sur ça. Enfin, c'est vraiment, on est dans les infos du soir, donc on peut pas les éviter. Mais voilà, juste, est-ce que vous avez vous une préférence pour quel repreneur vous choisiriez dans l'intérêt, on va dire, de l'écosystème iPhone et des fréquences? Bouygues, ne serait-ce que parce que Numéricable, c'est Numéricable et que, à la limite, je pense qu'en termes d'ouverture technologique, Bouygues est plus intéressant. Ouais. Numéricable a encore tendance à freiner ses clients au niveau technologique en baissant les débits de façon arbitraire, des choses comme ça. Même s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent satisfaits de Numéricable, moi, c'est pas un opérateur dont j'apprécie l'esprit, on va dire. Bouygues, à mon avis, est peut-être plus intéressant, peut-être plus un esprit frondeur. Et donc je pense que Bouygues c'est plus intéressant. Grégoire ? Je suis assez d'accord avec Guillaume, ouais. Et puis ça représente quand même 10 fois le chiffre d'affaires. Le prix qui est avancé pour SFR représente 10 fois le chiffre d'affaires annuel de Numéricable. Il va falloir payer cet achat tout en continuant à faire des investissements. Ouais, alors ça visiblement, la partie financière, elle est bouclée, en tout cas si on croit le patron de Numéricable qu'on a vu lors de la conférence de presse lundi matin. Il va falloir qu'il continue à déployer de la fibre et mettre des antennes relais. Bon, voilà pour les news vraiment les plus chaudes de ce soir. On va tout de suite passer à notre premier grand sujet. Il s'agit évidemment des montres connectées. Alors, cette iWatch qu'on attend depuis des mois maintenant, elle est toujours pas là. Et pendant ce temps, toutes les grandes marques de la high-tech non seulement préparent leurs propres montres connectées, mais sont en train de les sortir. Là, on a assisté à une semaine hyper riche en annonces. Grégoire, tu as suivi ça d'assez près ? Oui, donc cette semaine, c'était hier soir l'annonce par Google d'Android Wear, un dérivé d'Android
dédié aux objets qu'on porte sur nous, et donc en particulier les montres. Et donc 10 minutes après cette annonce, LG et Motorola ont annoncé leurs montres qui tournent sur cette plateforme. Donc la G-Watch pour LG, qui a un écran carré qui ressemble tout un peu au Gear de Samsung qu'on avait pu voir à Barcelone et la première Gear à l'IFA. Et puis il y a la montre Motorola qui va peut-être plus dans la nouveauté, avec un écran rond qui ressemble plus à une vraie montre. Alors tu sais quoi, que je trouve personnellement plus sympa. Puisqu'on a des images, on va les prendre à tour de rôle. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Image à l'appui. On va commencer par donc cette Moto 360, c'est son nom. Une montre qui a été pensée dès le départ pour être ronde et pour ressembler à une vraie belle montre. En tout cas, c'est ce qui est expliqué dans cette vidéo dans laquelle on assiste un peu à la conception du produit. On va la voir dans quelques secondes d'un peu plus près, même si on ne la voit pas très longtemps. De toutes celles que tu as vues, Grégoire, c'est celle qui te plaît le plus, a priori ? Bah, écoute, j'avais pu tester la Galaxy Gear première du nom. J'ai testé aussi la Smartwatch 2 de Sony et j'ai vu les Gear 2, la Gear Fit à Barcelone. Et c'est vrai que la Moto 360 avec cet écran rond me plaît bien. Maintenant, bon, c'est toujours pareil, il faudra attendre de la prendre en main, de voir comment elle tient au poignet. Enfin voilà, parce que c'est une montre, c'est un objet qu'on porte au quotidien et qui s'adapte pas forcément toujours de manière correcte au poignet. Ouais. Tu sais quoi, moi, une montre ronde avec un écran, ça me semble bizarre. Enfin, je sais pas que ça me semble. Enfin, ça me semble être une prouesse, c'est ça que je veux dire. Mais ça se rapproche un peu, enfin, je ne sais pas si vous l'aviez vu, ces images de concept qui avaient été publiées sur un site américain, je ne sais plus lequel c'était, c'était une montre qui était magnifique, digne d'une montre haut de gamme. La Moto 360 se rapproche un peu de ça. Bon, on la voit assez peu dans cette vidéo, c'est la seule vidéo qui existe officiellement dans laquelle on la voit enfin un petit peu, donc elle est vraiment ronde, il n'y a pas de doute. Guillaume, comme ça ? Alors, c'est joli. Indépendamment de ce qu'elle sait faire, parce que... Hein ? Indépendamment de ce qu'elle sait faire. Bah, c'est joli, oui. Après, est-ce que c'est révolutionnaire ? Est-ce que ça va pousser les gens à vouloir acheter une montre Google ? Non. C'est pas ça. Le problème, c'est les usages. Non, mais le problème, c'est les usages, comme d'hab. Est-ce que tu as envie, toi, dans la rue, de dire tiens, je décroche ma montre pour lui parler ? Je sais pas. Enfin, est-ce que les gens aujourd'hui ont vraiment envie de porter encore une montre ? Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Quand on a tous l'heure dans nos smartphones, on est quand même beaucoup plus informés sur l'heure qu'il y a. Là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi non plus. Moi, j'ai toujours besoin d'une montre, ça fait aucun doute. Mais moi, j'en ai pas besoin, et depuis, j'avais 10 ans que j'en porte et j'en suis pas forcément plus mal. Et j'arrive à être à l'heure à mes rendez-vous. Donc, maintenant, peut-être que c'est une histoire de boulot, j'en sais rien, c'est aussi ça. Mais surtout pour moi, avec cette montre, enfin, ces deux montres, parce qu'elles tournent toutes les deux sous Android Wear, il y a quelque chose de très important. Tu penses à laquelle ? C'est justement Android Wear, parce que Google a un SDK, a publié en même temps un SDK. Et donc, toutes les applications qui tournent aujourd'hui sur un smartphone Android peuvent être adaptées facilement aux montres connectées sous Android Wear. Donc on va d'un coup avoir une richesse applicative qui dépasse largement celle de Samsung sur les Gear sous Tizen ou des choses comme ça. Là concrètement, on vient de voir successivement d'abord la LG G-Watch, sauf erreur de ma part, puis la Moto 360, c'est bien ça ? Oui, il me semble que c'est ça. Voilà, parce qu'elles tournent toutes les deux sous Android Wear, qui est donc le nom de cette déclinaison d'Android qu'on va retrouver dans des montres, mais sans doute dans plein d'autres appareils qu'on peut porter sur soi dans les mois et les années qui viennent. C'est ça. Ouais. Toujours sur les applications, c'est un clin d'œil, mais sur Twitter, là, il y a eu l'annonce, je sais pas, d'Android Wear, il y a 18h. C'est vraiment et à 19h, il y avait déjà deux développeurs français qui avaient des images de ce que donnait leur application sur Android Wear. Donc c'est très facilement et très rapidement adaptable au format de la montre. Alors, on avait une question de Guillaume. Non, ma question, c'est est-ce que ça, c'est un concept, ce qu'on voit à l'écran actuellement, ou est-ce que c'est vraiment, ou est-ce que c'est la montre telle qu'elle existe réellement, telle qu'elle fonctionne. C'est la montre telle qu'elle va sortir cet été. Elle est quasiment finalisée chez Motorola et c'est cette montre-là qui sortira au mois de juillet ou au mois d'août. Comme ça, en regardant les images vraiment de très près, Guillaume, j'avais l'impression que c'était quand même une image plaquée sur une montre.
Moi, pour moi, c'est du fake, hein, mais bon, je peux me tromper. Si tu regardes la vidéo de Motorola que Benjamin, tu as passée juste avant, on voit que toutes les personnes qui tournent dans la vidéo ont la montre au poignet. Oui, ça veut pas dire pourtant qu'elle marche. On est d'accord. Elle n'est pas forcément totalement finalisée, mais elle existe en tout cas. Oui. La question après, c'est le prix qu'ils vont y mettre. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec. Après, les applications, c'est oui, ça peut les amis, mais quels sont les vrais usages en fait, et surtout qu'est-ce que ça a apporté à l'expérience. Que vous vous coupiez la parole, je veux bien, mais si vous parlez à deux en même temps, là, on comprend rien. Hein. Donc, excuse-moi, j'entendais pas qu'il parlait en même temps. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, alors, je repassais la vidéo de Motorola, la Moto 360, parce qu'en fait, oui, tu disais on la voit très très peu dans cette vidéo, hein, Grégoire. Ah oui, là c'est pas elle, par exemple. C'est vrai. Maintenant, je pense que effectivement, elle n'est pas totalement terminée quand même. Ils ont besoin de la finaliser, et c'est pour ça qu'ils nous font pas une vidéo de prise en main avec l'écran allumé et tout ce qui va avec. Ouais. Mais voilà, là, elle la porte à la main. Ouais, mais sur les images de tout à l'heure, j'ai les mêmes réserves que. Moi, avant, il a montré un iPhone qui marchait. Ouais. Bon, d'accord, il y avait pas mal de trucs qui trichaient derrière, mais ça marchait. Le problème, c'est que moi, cette vidéo-là ne m'impressionne pas parce que c'est du concept et c'est souvent lorsqu'on n'a pas forcément grand-chose à montrer réellement, on montre des vidéos de concept. Et j'aurais bien aimé avoir un truc peut-être plus concret. Mais bon, c'est peut-être moi qui suis trop exigeant. De toute façon, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'elle va sortir certainement en même temps que le Moto X2, le smartphone haut de gamme de Motorola, c'est-à-dire l'année dernière, le Moto X avait été annoncé fin juillet, donc ça va être à ce moment-là, en plein milieu de l'été, quoi. Et tu vois, là, on la voit enfin, mais bon, on peut pas dire qu'on la voit en train de fonctionner, hein. Non. Hein non, attends, la fiche elle bouge pas. Là. Ouais, bon, j'ai remis la vidéo. Et quand on va sur le site de Motorola, les seules images qu'on a, c'est des images de l'écran. Il n'y a aucune vidéo où on la voit fonctionner. Bon, j'ai remis les images vraiment pour vous, hein, pour bien qu'on soit d'accord sur le fait que, voilà, elle est clairement pas encore prête pour sortir. Hein, donc, à confirmer. Il y a une autre. Ah, tu peux en placer une, bien sûr. Vas-y, Gilles. Je voulais dire que les applications serait pas forcément très facilement adaptable sur un si petit écran. Il faudrait vraiment à mon avis, que les développeurs refassent leur truc de fond en comble et réfléchissent aux usages. Et puis je sais pas si vous avez vu, mais ce sont au niveau de la conception, là on voyait les gens travailler, ce sont des écrans 27 pouces d'Apple qui sont utilisés, donc on n'est pas très loin. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait quand même Motorola. On a évoqué LG. Alors, on a encore moins d'images de la LG. Voilà. C'est la seule image qui existe. Voilà, c'est la seule. En tout cas, c'est la seule photo. Il n'y a pas de vidéo. En revanche, il me semble que dans les vidéos qu'on vient de voir, on a eu un mix entre la moto et la LG. Hein, les vidéos d'Android Wear. Il me semble pas. Pour moi, cette photo-là, c'est la seule photo officielle communiquée par LG comme par Google. Oui, la seule photo, mais dans la vidéo d'Android Wear, il me semble qu'on voit les deux montres, puisqu'elles tournent toutes les deux sous Android Wear. Ah, je sais pas. Voilà. Bon, écoute, c'est pour dire qu'on est sur un sujet encore en train de se chercher. Alors, il y a deux montres, en revanche, qu'on a vu fonctionner et qui sortent dans 3 semaines. Ce sont les deux montres de Samsung. Dont on a le prix depuis quelques heures. Alors le prix en dollars en tout cas, vous l'avez peut-être vu passer. Donc la Gear 2 qu'on a en ce moment sous les yeux arrive donc à $295. Et ce sera 299 €. Voilà. Bah c'est bien, c'était les prix en euros. Et la Gear Fit, qui est celle-là, qui est vraiment la plus étonnante des deux, parce qu'elle a un écran OLED incurvé, sera à $197. Tu as 199 €. 199 €, et donc elles sortent le... Et entre les deux, la Gear 2 Lite sera à 249. Mais je crois que la Gear 2 Lite n'est pas commercialisée en France, sauf erreur de ma part. Ah. Il me semble. Il me semblait, je sais pas. Sorti le 11 avril, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. En même temps que le Galaxy S5. Voilà. Est-ce que ce concept-là te plaît plus, Guillaume, ou toujours pas? Non, mais le problème, c'est pas que moi, ça me plaise. Moi, je suis technique, je suis technoïde, je suis un geek, comme on dit. Le problème, c'est que ça plaise au grand public. Apple ne fait pas si Apple doit sortir un produit, est-ce qu'ils vont sortir un produit qui va s'adresser à des 300 €,
tu achètes une montre de très bonne qualité à 50 euros, 100 euros. Est-ce qu'on va vouloir mettre 300 euros pour une montre, alors peut-être un peu plus qu'une montre, hein, je suis d'accord, mais est-ce que ça peut toucher le grand public? Pour moi, non, ça ne touchera pas le grand public. Mais Apple va pas sortir une montre à moins de 100 euros. Non, mais parce que ton smartphone est déjà tout le temps sur toi, a plein d'usages qui sont déjà sur cette montre. Ouais. Donc, le problème, en fait, c'est l'usage. Je pense que Apple va plus se positionner, c'est son image, en fait, et c'est l'image de Tim Cook, sur un marché qui sera plus du côté du fitness et ce genre de choses, qu'elle pourrait se mettre un focus sur le côté des montres. Alors moi, j'ai toujours une grande question sur l'autonomie, sur les montres, c'est leur autonomie. Quelle va être l'autonomie d'une montre aujourd'hui avec un écran tactile? J'ai pas regardé les caractéristiques techniques de ces derniers produits, donc je peux pas dire du tout, hein, j'ai pas jugé négativement, mais la Galaxy Gear, par exemple, qui était censée être le truc l'année dernière, qui allait enterrer Apple quand ils l'ont sorti, qui a fait beaucoup rire finalement, avec combien? C'était 48 heures d'autonomie? 2 jours. Ouais, 2 journées, c'est ça, hein, oui, 48 heures. Ils ont triplé là avec la Gear 2. Mais c'est pas grand public, enfin, ça marchera pas, ça peut pas marcher dans ces conditions-là. Et en fait, si on comprend pas comment fonctionne Apple, on peut effectivement attendre une iWatch peut-être pendant 2 ans et peut-être qu'Apple ne sortira jamais. Par contre, c'est vrai que... alors, j'ai lu un article, j'ai gardé la parole juste 30 secondes encore, mais il y a un site qui s'appelle furbo.org, comme turbo mais avec un F, comme François au début, furbo.org, qui a fait un article super intéressant aujourd'hui sur, j'ai lu par Daring Fireball, le fameux site de John Gruber, sur est-ce qu'Apple pourrait pas sortir autre chose qu'une montre? Et il est parti sur une idée qui est de se dire pourquoi il ne sortirait pas par exemple une bague. Parce qu'en fait on parle de wearable device aujourd'hui et on ne fait le focus que sur la montre. Et en fait est-ce que ça pourrait pas être autre chose qu'Apple pourrait aujourd'hui attaquer voilà, vous voyez tout à fait, donc c'est cet article-là, Wearing Apple, qui est très intéressant, je vous invite à le lire. Et les réflexions dessus sont vraiment, vraiment intéressantes. En plus, il s'appuie sur des petites choses qu'a dit Tim Cook, par exemple des petites phrases de Tim Cook. On sait qu'Apple, en plus, a embauché comme des spécialistes du domaine de la mode, etc. Mais pourquoi une montre spécialement? Peut-être que ce ne sera pas une montre, peut-être que ce sera autre chose. Et c'est ça qui serait intéressant à voir. Tout comme depuis des années, on attend une télé Apple qui ne sort pas, on a attendu un iMac tactile qui est jamais arrivé. On va en reparler. Peut-être que la montre Apple, peut-être qu'elle n'arrivera jamais. Tout comme le netbook Apple d'ailleurs. Hein. Tout le monde a attendu un netbook d'Apple pendant 3 ans, 4 ans. Et elle n'est jamais sortie. Et Apple, elle va très bien. Hein. Alors qu'à l'époque, si Apple ne sortait pas son netbook, elle allait se faire enterrer. Bon. C'est pas la façon dont Apple réfléchit. Ils ne lancent pas un produit par rapport à ce qui se passe sur le marché actuellement. Ils essaient de voir l'intérêt du produit, de le lancer s'il est vraiment prêt, si ça apporte quelque chose. En tout cas, et surtout, c'est un produit qui peut être grand public. Ouais. Et pour moi, tous les produits actuellement qui sortent ne sont pas grand public. Ce sont des produits technologiques intéressants, mais qui ne peuvent pas vraiment plaire qu'à des gens qui sont dans le domaine technique. Je vois pas ma mère porter... Il y a 2 choses. Effectivement, les Gear 2 et Gear 2 Lite sont des produits qui sont très geeks, qui sont chers, qui valent plus de 200 € et qui effectivement touchent un public assez restreint. Maintenant, l'autre produit qu'on a découvert à Barcelone qui a été une surprise, c'est le Gear Fit, qui est très orienté sur le fitness et qui sort à 199 €. Alors, pour moi, il aurait été mieux placé à 50 € de moins, c'est-à-dire il aurait été 20 € plus cher que des bracelets comme le Jawbone ou le Nike, mais avec un vrai bel écran. Et là, il peut faire un carton. Il a un capteur un capteur cardiaque. Il a plein d'applications dédiées au sport et à la santé. Enfin, il a clairement un usage particulier et c'est peut-être celui qui se vendra le plus des 3 produits annoncés de la gamme Gear. Oui. Je pense pas pour autant que ce sera un marché qui explosera. Quand il avait pris l'exemple de l'informatique apportée sur soi, wearable, il a pris l'exemple des bracelets de fitness, en disant ça c'est intéressant. Alors je suis d'accord avec Guillaume, mais je ne serais pas... la question c'est les usages. Il faut bien se rappeler que malgré ces parts de marché sur le Mac qui sont encore pas celles qu'on espérait, elles montent, mais Apple travaille pour être le leader, toujours. Donc s'il y a des usages, ça sera pour le grand public. Pas en termes de part de marché, en tout cas, le leader. Hein. Guillaume n'est pas d'accord. Hein. Apple ne travaille pas pour être le leader. Apple est là pour faire les produits qu'elle pense être les meilleurs produits au monde. Point. Alors, c'est leur discours marketing. On va dire ce que tu veux, c'est leur discours marketing, etc. Mais je pense que pour Apple, quand tu prends la phrase de Jobs, quand il disait on ne pourra jamais faire un netbook à 300 € qui ne sera pas une merde, en fait, hein, littéralement, à l'époque, c'était piece of shit.
Je pense que dans l'ADN d'Apple, il y a la volonté de ne pas vouloir attaquer les marchés si elle n'a pas vraiment un bon produit qui peut intéresser vraiment beaucoup de monde et à des tarifs qui soient accessibles. Et c'est tout. Le meilleur produit. Et ils ont toujours fonctionné comme ça. Et je pense pas qu'ils se positionnent en étant leader du marché. Ils deviennent leaders parce que leurs produits sont meilleurs. Meilleur, on est d'accord. Mais ils veulent cette place de leader sans se déjuger, sans avoir à rougir. Mais ils la visent quand même. Tim Cook l'a rappelé par rapport à l'iPhone, ils n'ont pas fait le deuil d'être le leader sur ce marché. Pour revenir au netbook, ils ont fini par le faire, mais ils ont réinterprété le concept pour en faire l'iPad, le MacBook Air. Juste pour finir d'alimenter ce paysage des montres connectées, alors c'est pas la plus récente, mais elle est quand même au cœur de l'actu. C'est la Smartwatch 2. Je me suis emmêlé les watches de Sony. Elle ressemble quand même de très près, en tout cas extérieurement à la LG, hein, j'ai l'impression. Elle ressemble de très près à la LG, mais surtout moi, pour l'avoir essayé pendant 3 semaines, j'ai un gros problème avec cette montre, c'est que je la trouve encore moins intuitive et encore moins pratique à utiliser que la Galaxy Gear, la première. Je crois que c'est pas un compliment en fait. Non. Non, franchement, j'ai eu beaucoup de mal avec cette montre. Autant la Galaxy Gear, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, et je me fais peut-être l'avocat du diable, j'avais quand même bien aimé, même si effectivement il reste un problème au niveau des usages. Elle était agréable à porter, elle tenait bien au poignet, enfin voilà. Par contre, la Watch 2 de Sony, j'ai vraiment du mal. Bon, c'est étonnant de la part de Sony, hein. Oui, c'est vrai, c'est assez étonnant. Et pour avoir vu le Smart Band, leur bracelet qu'ils ont annoncé à Barcelone et l'avoir pris en main, parce que la semaine dernière il y avait des prises en main à Paris, c'est complètement autre chose et je pense qu'il peut être très bon ce Smart Band. Ouais. Bon bah voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actu des montres connectées. On a bien compris tes réserves, Guillaume. Moi, depuis le départ, je pensais que l'iWatch était une sorte d'écran de fumée de l'heure et qu'Apple ne ferait pas de montre. J'avoue que les embauches dans le secteur de la mode m'ont un peu convaincu du contraire. Voilà. Ah mais il se trame des choses. Ouais. Simplement, c'est juste pas une montre. On se focalise sur la montre parce que c'est la partie visible et que ça paraît évident. Mais ça peut être autre chose. Et ça peut être rigolo. Hein. Moi j'aime bien les surprises, donc pourquoi pas. Mais ça peut être aussi une montre. Je dis pas que ça n'est pas une. Mais il y a toujours moi un souci, c'est le côté... J'en ai déjà débattu avec mes camarades d'un autre podcast que je co-anime. 3 hommes et un podcast, pour pas le nommer. On avait fait un grand débat là-dessus. Et la grande question, c'était surtout sur l'autonomie en fait, d'une montre. Aujourd'hui, tu peux mettre ta montre, tu n'y penses pas pendant des années. Aujourd'hui, si tu dois recharger ta montre tous les 3 jours pour qu'il va avoir des fonctions qui sont moyennement intéressantes... Je sais pas. Mais par contre, sur le côté fitness et wearable device, donc peut-être autre chose, pourquoi pas. Ouais. Bracelet, alors peut-être pas forcément bracelet, mais effectivement, j'en sais rien moi, peut-être boucle d'oreille, collier, etc. Il y a peut-être des choses à faire, allez savoir. Absolument. Bon bah voilà pour le tour de la question en ce jeudi soir dans iWeek. Les montres connectées, vous savez tous sur celles qui existent, celles qui vont arriver. Voilà, on en reparlera sans doute très bientôt. On va passer au deuxième gros morceau de cette émission. Juste un petit message, Apple ne sort pas une iWatch demain, sinon là je vais passer pour un naze. Donc ne fais pas ça. Merci. Écoute, je pense que t'es tranquille. Moi je dirais que t'es tranquille jusqu'à la rentrée. Mais... Au moins, ouais, c'est ça. C'est vrai que historiquement ça pourrait être plutôt sur la rentrée qui ferait ça, effectivement. Voilà, bon, si elle sort avant... Ça ferait beaucoup de On sera passé pour des cons une fois de plus. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Faut bien prendre des risques aussi. On l'assume. On passe au deuxième grand sujet de l'émission. Ça concerne non plus les montres, mais la télé. Alors, ce Chromecast dont on parle depuis hier, tu l'as Grégoire. Il est là. Voilà. Bon, tu l'utilises depuis plusieurs mois, parce que tu l'as récupéré aux US, hein, c'est ça ? C'est ça. Moi, il est sorti aux US cet été, début août, et je l'ai récupéré début septembre. Donc, on peut rentrer dans le vif du sujet tout de suite. C'est une clé HDMI qu'on branche donc sur sa télé. Et qui est alimenté du coup soit par la prise USB qu'on a sur cette télé, soit on peut également le brancher sur un port secteur. L'adaptateur est fourni par Google. Donc c'est très simple à configurer, ça prend 5 minutes.
Et en fait, après, ce qui se passe, c'est que, alors moi je l'ai eu au début, c'était assez limité parce qu'il n'y avait pas de SDK ouvert et depuis ils ont ouvert aux développeurs la possibilité, enfin ils ont offert aux développeurs la possibilité de mettre leurs applications dessus. Donc ça permet de retransmettre l'écran, soit l'écran de son navigateur Chrome, soit une vidéo YouTube, soit un film qu'on a acheté sur le Play Film sur sa télé. Aujourd'hui, il y a également de nouveaux services. Donc bon, on a évidemment Netflix qui est disponible dessus. Et alors pour la France, il y a eu 2 grosses annonces qui ont été faites aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui. Donc la première, c'est que Plus, le service de replay de France Télé, est déjà dispo sur le Chromecast. Et la deuxième, c'est que Canal Play sera dispo prochainement. Le service de replay de Canal+. J'ai cru deux grosses arrivées en France une réaction qui de viennent Guillaume. combler un peu le manque qu'on avait, et puis on attend maintenant les applications des autres développeurs, des développeurs tiers qui ne devraient pas tarder non plus à arriver. Guillaume, j'ai senti ta joie à l'idée que... Non, mais c'est juste que c'est un début. Mais sauf que c'est un début qui est très faible, puisqu'en fait, bon, c'est aujourd'hui, Plus, tu l'as sur toutes les box du marché, donc payer 25 € pour une clé qui va diffuser Plus. 35. Bon, mais c'est le début. On la trouve à 25. Je suis méchant. Hein? On la trouve à 25. Ouais. Non, mais le truc, c'est... je dis c'est un début, donc évidemment, je suis critique, mais volontairement. Ce que j'ai pas testé le Chromecast, donc je fais pas de critique, je me permettrai pas. J'ai lu quand même pas mal de choses dessus. Ce que j'ai lu, c'est que c'était quand même plus complexe que ce que Google veut le vendre à l'utilisation, et surtout que comment dire, c'était pas très sec en fait. Il y a encore pas mal de choses sur lesquelles c'est assez. Pas très sec ou sexe? Sec. Ah bon? Sec, ça le sera. Dans le futur, oui, ça c'est sûr. Mais tant qu'il n'y a pas les chaînes qui vont bien pour ça, bon, ça arrivera aussi, je pense. Il y a un point sur lequel je suis pas du tout d'accord, c'est la facilité d'utilisation. Enfin, c'est quand même, on le connecte à son réseau Wi-Fi, le Chromecast, et une fois qu'on est rentré chez soi, que son iPad, son iPhone ou n'importe quel appareil Android est connecté au même réseau Wi-Fi, dès qu'on lance une vidéo YouTube, on a juste à appuyer sur un bouton pour l'envoyer sur la télé. C'est un seul bouton, c'est pareil pour le navigateur, et c'est vraiment ultra simple. Alors je vais te donner un truc, je ne regarde jamais une vidéo sur YouTube sur la télé. Jamais. Non, une vidéo YouTube, c'est peut-être pas ce que tu regarderas le plus, je tourne, tu vois, mais regarder un film que tu as acheté sur le Play Film, mettre le Chromecast, ou regarder machin. Bon, en fait, au final, ou l'écran de ton navigateur. Et en plus, à ce qui me semble, le Chromecast, tu peux pas l'utiliser avec une télécommande. On pourra sans doute très vite l'utiliser avec un smartphone Android. C'est déjà possible. On peut déjà. Le souci, c'est qu'on a besoin de l'ordinateur. Pas forcément. Ah non, ça peut fonctionner juste avec une tablette ou un smartphone. La question quand même, les amis, puisqu'on est dans iWeek, puisqu'on est dans iWeek et qu'Apple a l'Apple TV au catalogue depuis plusieurs années, comment est-ce que vous voyez l'arrivée du Chromecast face à l'Apple TV justement? Est-ce que Google est pas en train de se positionner sur un terrain qu'Apple a essayé de... même si ça a commencé comme un hobby, un terrain qu'Apple a commencé à conquérir il y a plusieurs années. Bah pour ce prix-là, c'est un méchant concurrent. Hein. Ah bah oui, justement. Il est quand même plus de 4 fois moins cher que l'Apple TV. Ah oui, c'est bien le problème. Oui, c'est bien lui ses forces. Et il fait déjà pas mal de choses, sachant que le SDK a été ouvert il n'y a pas longtemps et que donc on va avoir débarqué de plus en plus d'applications dessus. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si on prend les avantages de l'Apple TV, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est d'avoir les podcasts Apple? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? T'as tout ton contenu iTunes, juste ça. YouTube, on l'a sur le Chromecast. Netflix, on l'a sur le Chromecast. T'as tout le contenu iTunes. Moi, tu veux louer un film, tu veux le regarder, etc., tu peux le faire à partir d'iTunes. Rien que ça. Tu peux le faire depuis le Google Play Film aussi, Guillaume. Non, mais tu peux le faire en autonome, c'est ça que je veux dire. T'es pas obligé de prendre ton smartphone, etc. Tu peux dire je loue un film, je prends la télécommande, je le fais. T'es pas obligé de revenir sur ton truc. Et après, c'est ton honnêtement, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un problème? On a toujours son synchro. smartphone ou sa tablette à côté de soi. Je t'entends pas. Ta musique est synchro sur ton ordinateur, tu l'as automatiquement aussi à travers tout le contenu qui a été mis dans les clouds, tu l'as aussi automatiquement sur ton Apple TV. Mais là, c'est la même chose, parce que je pense pas que tu sois grand utilisateur d'Android, honnêtement, mais après, quand tu utilises tous les services Google, c'est-à-dire le Google Play Film, le Google Play Music aussi, qui est depuis les dernières mises à jour très intéressant, parce qu'il synchronise la musique entre tous les appareils directement, y compris avec le Chromecast. Au final, on retrouve iTunes Match, et ça, c'est gratuit, c'est pas payant, ce service de synchronisation, contrairement à iTunes Match. Okay.
Et donc, juste question, à 25 ou 30 euros, est-ce que vous allez acheter un Chromecast, Gilles? Non. Parce que on est, comment dire, il y a déjà cette cochonnerie de Zapette, qui est l'enjeu dès qu'il y a plus de 2 personnes, on commence à se battre pour qui va changer la chaîne, quoi. Le fait de devoir passer par quelque chose qu'il y ait ce fil à la patte et devoir passer par un deuxième écran, ce deuxième écran, s'il doit exister à côté de l'écran de luxe qui est maintenant les nouvelles télés et que sera de plus en plus la télé avec l'arrivée du 4K, il doit être un écran autonome en plus et pas simplement un objet lié. C'est le fait que les deux écrans soient liés est rédhibitoire pour moi. Pourtant, tu sais que c'est la grande tendance. Moi, je suis un peu comme toi. C'est la grande tendance du moment. Hein. C'est de trouver un sens au mariage entre la télé de papa et les objets connectés. Et les objets tactiles. Mais ça fait, c'est pas du moment. Enfin, les Smart TV, on en parle depuis 4 ans et c'est un foirage total. C'est quoi déjà le pourcentage de gens qui utilisent leur fonction Smart TV? Ouais, mais la France, c'est un marché hyper particulier, Guillaume. Avec les box, les télé connectées ont quasiment pas d'intérêt. Non, mais même, je crois que même dans les autres pays, c'est un usage qui est très très faible, très 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 faible par rapport à tout ce qui est mis en avant sur le fait que ces fonctions soient super avantageux, etc. Enfin, très peu de gens en réalité utilisent les fonctions des téléconnectés parce que les interfaces des téléconnectés sont juste merdiques. Juste ça. Pardon. Enfin, faut être honnête. Non, mais il faut être honnête. La plupart des téléconnectés, elles ont une interface pourrie, très honnêtement. Alors après, peut-être que Google a une carte à tirer là-dessus. De toute façon, leur tarif, effectivement, est très agressif, donc ça va jouer. Là-dessus. Est-ce que ça en fait autant que l'Apple TV? Je suis pas sûr. Non, pas tout à fait. Et entre autres, pour moi, une grosse fonction qui manque aujourd'hui, c'est la recopie d'écran depuis un smartphone ou une tablette Android qui n'est pas possible. Oh, ça va arriver. C'est l'écran de son smartphone ou ta tablette sur sa télé via le Chromecast, contrairement à ce qu'on peut faire sur l'iPad avec l'Apple TV. Ouais, bon, ça c'est sans doute mon Mac, je peux balancer l'image du Mac sur l'Apple TV. Ça va arriver. Ça marche. Allez, si on parle... Mais c'est encore un usage qui est, entre guillemets, aussi relativement rare. Le problème, c'est que tu as touché du doigt le souci sur le marché, en particulier européen, c'est que ces produits-là, ils ont beaucoup de mal à exister, vu que nos box font beaucoup de choses, en fait, qui sont déjà dans ces trucs-là. La Freebox fait de l'AirPlay, finalement, donc pourquoi acheter en plus un AirPlay alors que tu peux le faire, même si ça fait pas aussi bien qu'une vraie Apple TV, mais elle le fait. T'as plein de fonctions que tu as trouvées dans une Freebox, dans une box quelconque du marché, qui font que tu n'aurais pas forcément besoin de ce truc-là en plus, quoi. Ouais, moi, l'Apple TV, j'ai utilisé... Alors, j'en ai une, Apple TV. En plus, je vais même pas dire que je suis un fan de l'Apple TV et que j'utilise à mort. J'en ai une, j'ai dû l'utiliser une fois cette semaine et je vais devoir l'utiliser un peu plus. Pourquoi? Parce que, j'explique rapidement, en fait, moi, à la maison, j'ai un Mac Mini qui me sert en Media Center, qui conserve toutes mes vidéos, etc. J'achète le contenu iTunes dessus. Et en fait, normalement, l'Apple TV, j'ai pas assez de ports HDMI sur ma télé, donc je l'utilise pas. Mais je suis obligé de la rebrancher parce que les contenus que je regardais sur ma télé directement, si je prends le contrôle de la télé, du Mac Mini avec mon ordinateur, il y a une fonction géniale maintenant dans les télé ordinateurs qui s'appelle le HDCP qui dit « Oula, attention, il y a une autre source qui regarde en même temps, on va désactiver l'image. » Donc je peux plus contrôler l'image que j'ai pris en contrôle il y a quelques secondes. Donc du coup, l'Apple TV me permet quand même d'accéder au contenu d'iTunes à distance, au contenu du Mac Mini. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, c'est trop compliqué. Mon épouse, ça l'a fait pester, elle aime pas ça. Et tout ça à cause des protections numériques qui pourrissent la vie de tout le monde, comme d'hab. Mais c'est l'un des rares usages réellement que j'ai de l'Apple TV, qui sinon un boîtier, qui est sympa, que j'aime beaucoup, sur plein de points, c'est un truc très, très bien foutu. Mais l'intérêt est relativement faible, je trouve. Allez, on va parler d'Apple pour de vrai maintenant, puisque c'est le dernier quart d'heure de l'émission. Alors, les news qui concernent Apple côté matériel cette semaine, vous avez vu, il y a de la mise à jour et des... Il y a des blagues. Si je dis mise à jour, c'est trop déjà, c'est ça que tu veux dire. Oh là là. Bon, allez, on va dire qu'il y a d'abord un iPhone 5C de toute petite capacité. Moi, je ne sais pas comment on peut avoir un iPhone avec seulement 8 Go de capacité. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre dedans. Bah si, tu prends ma maman, elle ne passera pas les 8 Go de capacité. C'est ça.
Bah, Non, c'est clairement un smartphone d'entrée de gamme, mais ça va pas plaire à tout le monde et il est évident que 8 Go c'est pas suffisant. Sauf si tes enfants l'empruntent et installent plein de jeux dessus. Ouais, mais là je leur colle une tarte parce qu'après si c'est pourri, ça m'énerve. Donc, attends, j'ai passé la semaine dernière à réinstaller l'ordinateur de ma mère à 600 bornes d'ici parce que mon neveu avait mis des trucs dessus, je sais pas ce qu'il avait foutu. Donc, bon, bref. Non, mais c'est un iPhone d'entrée de gamme, c'est pour faire dire on a un iPhone à 1 euro qui est connecté en 4G sur les réseaux et qui, voilà, il n'est pas trop moche au catalogue. Mais c'est clairement, à mon goût, Apple devrait faire des efforts sur le côté tarif, quoi. Il n'y a rien à faire. Ils font payer la mémoire beaucoup trop cher aujourd'hui. Ouais. Il est sorti à 549 quand l'iPhone 5C 16 Go était à 609, il aurait fallu le sortir à 509 et pas à 549. Ouais, voilà, puis même pas. Enfin, c'était le minimum. C'est un peu plus haut que du tarif psychologique. Voilà, ils auraient pu le mettre à 499, puis on n'en parlait plus. C'est ça. Ouais. Donc toujours trop cher. Oui, toujours trop cher. Toujours trop cher. Oui, mais c'est toujours trop cher. Enfin bon. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Gilles. C'est toujours. De toute façon, mais même moins cher, ce serait toujours trop cher. Tu as raison. Non, pour 8 Go, quand on compare à la concurrence, c'est une aberration. Mal positionné. Alors un petit détail marrant, vous savez qu'on compare souvent Apple et Samsung. Je ne sais pas si vous avez vu cette comparaison justement à propos de l'espace disque et de la mémoire sur un iPhone, sur un Galaxy 5S. S5, Benjamin. Ah, j'y arrive pas. S5. 5S, c'est l'iPhone. Sur un Galaxy 5S de 16 Go. Il y a moins de 8 gigas utilisables en fait une fois qu'on a on retombe dans les comment dire les effets d'étiquette qu'on a pu connaître avec Windows ou quand on met côte à côte un ordinateur un Mac et un PC, après égal, les performances du PC étaient toujours plus intéressantes, mais en même temps, le système prenait une place pas possible, et donc l'efficacité du Mac lui-même était beaucoup plus importante. Ouais. Là, on en arrive aux mêmes bêtises. J'allais dire un autre mot. Conneries, oui, bon, on peut. Oui, on peut dire les conneries, oui. À ce temps-là, on a le droit. Cool. Non, pour être précis, ce que je voulais dire, c'est que le Galaxy donc S5. 5S. Non, S5. Merci. Non, c'est ça. Le Galaxy S5 de 16 Go a seulement 3 Go 16 d'espace utilisable en plus que l'iPhone 5C de 8 Go. Voilà. Donc en fait, si on résume à peu près, quasiment pas de gain en fait à avoir un Galaxy 2 fois plus. Oui. 2 fois mieux doté. Oui, mais il y a quand même une différence, si tu veux, Benjamin, c'est que si Apple ne propose pas de port micro SD, Samsung le propose. Donc même si sur le Galaxy S5 de 16 Go, on n'aura vraiment que 8 Go de stockage de disponible, on pourra quand même stocker ses photos, ses vidéos, sa musique sur une carte SD. C'est vrai. Il faut racheter des trucs, il y a un autre point en plus, c'est vrai qu'il y a ça, et puis je sais plus si les 5 Go, ça comprend toutes les applications qu'Apple propose au téléchargement sur iTunes dès que tu as configuré ton appareil. Style iMovie ou tout ça, qui pèse quand même un âne mort. Hein. Donc, t'es pas obligé de les installer non plus. Non, mais on va dire que c'est le. T'es pas obligé, mais enfin, si tu dis tiens, Apple me propose plein d'applications, je vais les installer, tu vas faire bloup. C'est sûr. 700 MB iMovie, hein, mine de rien. Oui, puis on rajoute Page, Keynote, Numbers, iPhoto, puis c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de place. Bon, ça. Petit conseil pour ceux qui nous regardent et qui sont encore en 10.9 sous Mountain Lion, la mise à jour de 10.9.2, il faut absolument la faire. Oui. C'est une mise à jour de sécurité, oui. Ouais. Et pourquoi celle-là ? Il y a pas celle-là mal de sécurité, il y a pas mal de stabilité en plus, il y a pas mal de petites choses sympas à côté. Mais oui, il faut la faire, bien sûr. Pourquoi est-ce que celle-là
Parce qu'il y avait une grosse faille SSL. Donc SSL, c'est le truc sympa qui vous indique que lorsque vous allez sur un site en HTTPS, que votre site est sécurisé et que vous pouvez payer et dépenser tous vos sous sur le site sans problème, ou que les informations en tout cas sont sécurisées donc entre votre ordinateur et le serveur distant. Et en fait, il y avait une grosse faille chez Pupple qui fait qu'à cause d'une instruction goto, alors goto, ça rappellera le basique à beaucoup de gens, en fait, à cause d'une instruction en trop, et en fait, la sécurité SSL était totalement compromise dans le système. Donc en fait, cette faille touche iOS, la 7.06 qui était sortie il y a quelques semaines a corrigé le souci. Et sous macOS 10, donc on a aussi un patch qui est sorti. En fait, normalement, on aurait espéré un patch un peu plus rapide à sortir. Puis en fait, la 19 était dans les rangs, ils ont mis le patch dans la 19.2. Donc, et du coup, d'ailleurs, si vous êtes sur la 19.1, vous avez un petit message d'alerte qui apparaît dans les notifications pour dire non, maintenant, faut y aller, faites la mise à jour, c'est important. C'est bien qu'Apple le fasse d'ailleurs, elle ne le faisait pas jusqu'à maintenant, c'est la première fois qu'ils le font, et c'est plutôt une bonne chose en fait, pour pousser les gens à faire la mise à jour, c'est pas plus mal. Surtout celle-là, on va dire, parce que celle-là est vraiment... celle-là. Vraiment non, c'est une bonne chose. Enfin, c'est bien, effectivement, que pour les mises à jour de sécurité vraiment critiques. Après, il y a une mise à jour de sécurité. Si ça touche, par exemple, une faille Apache, et qu'on n'utilise jamais Apache sur son MacBook, parce que on n'a pas besoin du service web sur sa machine, je dirais que c'est pas dramatique. Là, ça touche l'usage de tout le monde tous les jours, en fait. Dès que vous vous connectez à votre site bancaire ou autre, vous pouvez plus être sûr à 100% que le site auquel vous êtes connecté est fiabilisé. Donc, c'est important qu'Apple dise, là, non, faut pas déconner, allez-y, les gars, quoi. Bon, on est passé par macOS 10, mais je voulais aussi qu'on parle de cette mise à jour de la gamme iPad. Tu vas rire à nouveau, Guillaume. Ah non, c'est bien. Bon, on gagne quand même 2 générations d'iPad. C'est clair. C'est une bonne chose. On gagne un écran Retina déjà. Ouais, écran Retina. Pour être clair, l'iPad 2 est définitivement arrêté au profit de ce qui était l'iPad 4, c'est ça, hein? C'est ça. Tout à fait. Non, c'est une bonne nouvelle dans le sens où on a enfin une harmonisation de la gamme. Il y avait cet iPad 2 qui était là depuis maintenant 3 ans, qui avait plus rien à faire là, avec un port, un connecteur 30 broches. C'était le seul produit qui restait, qui avait encore ce connecteur. C'était un peu n'importe quoi. On avait un processeur complètement dépassé, un écran complètement dépassé aussi. Enfin, il fallait faire quelque chose là. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un iPad 4 qui est quand même un peu plus proche de la réalité du marché, avec un connecteur Lightning pour finir d'harmoniser la gamme Apple et surtout un écran Retina et un processeur plus puissant pour un prix qui ne change pas par rapport à l'iPad 2, et ça c'est presque une bonne nouvelle parce que on gagne vraiment en performance et en image. Ouais. C'est par contre, pour info quand même habituelle d'Apple où on change pas les prix, on change le produit pour chaque fois qu'on renouvelle. C'est les variations de tarifs se font à la marge. Il y a rien de nouveau de ce côté-là. Je te trouve un peu dur par rapport à enfin, c'est vrai que l'iPad 2 était largement dépassé, mais ils auraient pu passer par la case iPad 3 qui était c'est la première génération d'écran Retina. Or, ils sont passés directement. Oui, mais l'iPad 3 était encore en tourne broche. L'iPad 3, j'en ai été possesseur, et je ne vais pas dire l'heureux possesseur. Ils l'ont annoncé, il a été remplacé 6 mois plus tard. Et moi, j'aimais bien ce qu'avait dit Olivier Frigara là-dessus. C'était que, grosso modo, quand ils ont sorti, l'iPad 4 était ce qu'aurait dû être l'iPad 3 à sa sortie. Donc l'iPad 3 était une erreur. L'iPad 3 était un iPad très compliqué, il avait très peu de mémoire, il était très compliqué à gérer pour les développeurs, et c'était pas... Il avait l'écran Retina qui était très beau, mais c'est vrai que c'est un iPad qui saccadait pas mal. Quand on l'utilisait, on sentait que le port graphique derrière, il avait du mal. Juste un petit détail quand même, dans la gamme Apple, il y a quand même toujours un produit qui utilise le connecteur 30 broches, outre les iPods classiques et nano. Vous avez encore toujours l'iPhone 4S qui est au catalogue. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Très juste. Il est toujours là, 8 Go, il est toujours là, 400 €, il est toujours disponible et il marche bien, c'est un bon appareil, donc... Très juste à savoir. Bon, je regrette que notre ami Eli Bitbol soit pas avec nous ce soir parce qu'il y a une nouvelle qu'il aurait sans doute aimé commenter. Et d'ailleurs, s'il nous regarde du fond de son lit avec le thermomètre ici, on l'embrasse. Enfin, on l'embrasse de loin en tout cas. De loin, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous avez peut-être vu cette info, à savoir que le plus vieux revendeur Mac au monde
va fermer ses portes. Hein, il fermera ses portes dans 9 jours. Il se trouve à Minneapolis. Voilà, c'est son nom d'aujourd'hui, First Tech. Mais il a démarré en 77 sous le nom de Team Electronics. Et dans cette vidéo, on voit notamment le patron montrer l'Apple II. Le Lisa, là. Voilà, là c'est le Lisa, mais ensuite on voit l'Apple II que Mike Markula était venu lui apporter. Numéro de série 5. C'était quand même. C'était le 5e. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc c'est quand même un monument de l'informatique américaine, en tout cas de l'histoire d'Apple, qui ferme ses portes sous la pression des grandes enseignes nationales qui, selon eux, vendent souvent à perte, et donc ils peuvent plus tenir. Voilà, c'est un peu triste, et je suis sûr qu'il y a... Ça mériterait presque un débat sur une émission entière, ça. Ouais, absolument. Ce sera peut-être l'occasion justement d'organiser une émission avec des revendeurs actuels, parce qu'il en reste encore, mais plus beaucoup, et puis anciens aussi, puisqu'on en connaît un certain nombre. Certains au fond du lit. Qu'est-ce que tu as dit ? Dont certains au fond du lit. Dont certains au fond du lit, absolument. Bon, il y a aussi une histoire de censure. Alors, on sait que sur iTunes, sur l'iTunes Store, Apple est parfois un petit peu pudibond, mais vous avez sans doute vu cette couverture d'un auteur de bande dessinée belge, Pierre Kroll, qui est quand même très suivi sur Facebook, qui a une certaine renommée, on va dire. Et la paire de seins que vous apercevez a valu à ce livre d'être refusé sur l'e-book store. Sur l'iBook Store ? Parce que j'aurais dit sur l'App Store, effectivement, j'aurais compris. Sur l'iBook Store, ils sont moins tatillons, justement. Bah voilà, écoute... C'est étonnant. Je dirais de quoi je m'avale. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu dommage. Il a pas trop apprécié de pas être accepté sur l'e-book store à cause de cette couverture. Voilà, il parle de... Un validateur qui a fait du zèle, et puis... voilà, bon... Puis ça va rentrer dans l'ordre. Voilà. Puis... À la prochaine présentation du livre numérique, ça passera sans doute comme une lettre à la poste, j'espère. La dernière c'est toujours un truc très compliqué chez Apple, la censure, le système de soumission des applications chez eux, c'est un sujet très complexe. Il faut attendre une semaine, alors que chez Google, c'est fait les amis, pas en même temps. Et c'est vrai que les amis, ils mettent des fois le curseur trop loin. Vous parlez en même temps. Alors, vous ne vous entendez pas quand vous parlez ? Non, pas du tout. D'accord. Alors vous parliez en même temps, et c'est vrai que c'est compliqué. La dernière news, il nous reste 30 secondes. C'est l'arrivée prévue d'Office sur iPad. Office qui est déjà dispo sur iPhone depuis plusieurs mois. Hein. Ça fait... Normalement, ça va être l'objet de la première conférence de presse de Satya Nadella en tant que CEO de Microsoft. Je crois que c'est programmé pour le 27. Le 27, c'est-à-dire dans tout juste une semaine. Et donc, il devrait normalement dévoiler Office pour iPad, à condition, bien entendu, pour pouvoir s'en servir, d'être abonné Office 365. Voilà, donc en fait, à Office dans le cloud. Et là, notez l'ironie, comme le nouveau boss de Microsoft, le premier truc qu'il présente, c'est un produit pour Apple. Les boules. Écoute, c'est un peu ça, mais bon, ça devenait un peu obligatoire quand même. C'est une bonne nouvelle pour Microsoft. Ils font bien de le faire, et c'est important pour eux, et je pense qu'ils prennent une très très bonne décision, même si ça leur fait sûrement un peu mal aux fesses sur certains points. D'un côté, je pense que économiquement, ils vont s'y retrouver. Merci les amis, il est 23h, on est arrivé au bout de l'émission. Je vous remercie tous les trois d'avoir passé cette heure avec nous sur Watch TV. Gilles Dounès, Guillaume Jette et Grégoire Martinez, on se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission en replay évidemment sur watch.tv et en rediffusion à l'antenne. Jusqu'à la semaine prochaine, salut à tous et très bonne soirée, à bientôt.